Good afternoon to you everyone and welcome to the 12 p.m. Balingua newscast on Equinox Television. We begin the first part of this newscast in French with Yojilem Beth Bisay. Bonjour. Bonjour à vous, Innocène Azem. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à Equinox Télévision. Après 3 semaines de protestation, les docteurs PhD recalés lors du recrutement de 2000 enseignants dans les universités d'État ont levé leur mot d'ordre de grève. Cette décision fait suite à un échange avec le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. On fait le point avec Guy Zogo. Maintenant, vous allez travailler. Hier, ils se regardaient en chien de faïence. Aujourd'hui, côte à côte, sur l'esplanade du ministère de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo et les docteurs PhD recalés du dernier recrutement dans les universités d'État ont presque fumé le calumet de la paix avec en prime une annonce de la fin du sitting des recalés. Merci beaucoup. Alors, dès aujourd'hui, nous allons lever le camp progressivement pour ceux qui sont à Bamenda, Boya, Marwa et Ngaoundéré, et complètement nous aurons vidé le camp demain matin. Dans une ambiance quasiment surréaliste, des propos amènes sont même délivrés à l'endroit du ministre de l'Enseignement supérieur. Notre ministre de tutelle a su trouver le bon compromis pour résoudre notre problème. S'il y a bien compromis, sa nature est dévoilée pour comprendre comment on en est arrivé à ce modus vivendi. Il y a une vague de recrutement qui arrive dans le cadre de remplacement numérique. Nous aussi, nous pouvons postuler. Ils nous ont fait la promesse qu'ils vont discuter avec les recteurs pour voir comment absorber une bonne quantité parmi nous. La deuxième chose, c'est qu'il y a le recrutement spécial qui va être lancé le plus rapidement possible et pour lequel nous allons postuler. Ce recrutement spécial inédit de 2000 enseignants dans les universités d'État titulaires du doctorat, du PhD ou de tout diplôme jugé équivalent. Nous avons également la possibilité du remplacement numérique qui est classique dans les universités et qui sera mise en œuvre toutes affaires cessantes. Mais malgré tout, le ministre de l'Enseignement supérieur ne s'en tire pas sans contrition et se livre à un mea culpa. L'erreur est humaine, errare humanum est. Donc ce n'est pas la première fois qu'il y a une erreur. Dès que nous aurons constaté objectivement ces erreurs, j'ai demandé au recteur de les corriger. De les corriger illico presto, sans rien attendre. Si, au final, le ministre de l'Enseignement supérieur reprend des couleurs au sujet du recrutement spécial annoncé, les docteurs recalés, eux, crient victoire. Ce recrutement ne se fera pas par une liste additive. Il se fera en respectant les canons universels des normes académiques. Notre injustice a été entendue. On nous a écoutés. Le ministre l'a dit à plusieurs fois. Ils se sont rendus effectivement compte qu'il y a eu beaucoup d'irrégularités. Et le seul fait de l'accepter et de le dire publiquement qu'il y a eu des irrégularités, qu'il y a eu des récriminations, c'est une victoire pour nous. C'est l'épilogue d'un bras de fer dans lequel le ministre de l'Enseignement supérieur a laissé des plumes. 5 militants du Social Democratic Front, dont le responsable communal à Touba, dans le département de la Mézam, région du Nord-Ouest, ont été kidnappés par des hommes lourdement armés, présentés comme des séparatistes. Ces derniers leur reprochent de prendre part au double scrutin du 9 février prochain. Jean Pouchouniac nous en dit un peu plus. Sur ces images filmées à partir d'un téléphone portable, la première apparition publique des militants du Social Democratic Front, kidnappés dans la commune de Ntouba il y a près de 48 heures. Visiblement bien portants aux mains des ravisseurs, ces derniers, présentés comme des séparatistes, reprochent à leurs captifs de préparer activement les militants de leur circonscription électorale à participer au double scrutin du 9 février 2020. Voici des militants SDF que nous avons arrêtés en Touba. Ils préparaient les élections. Nous allons les garder ici jusqu'après l'élection. Dans cette vidéo, un des ravisseurs promet au coordonnateur SDF de l'arrondissement de Touba de le zigouiller pour servir d'exemple. On pourra libérer les autres, mais pas toi.
Tu es un récidiviste. Avec ce énième enlèvement, l'étau se resserre autour des militants du SDF depuis l'engagement du Parti de la Balance à prendre part au double scrutin du 9 février prochain. Près de 48 heures après ce kidnapping, la réaction du chairman John Froudi reste attendue. Le portefeuille de la deuxième génération des grands projets du Cameroun est connu pour la période 2020-2027. Une dizaine de projets parmi lesquels l'aménagement de l'autoroute Yaoundé-Douala, aménagement du complexe touristique de Yogo et la mise en place d'un technopôle agro-industriel de Nkoteng. Coût des projets, 12 000 milliards de francs CFA soutenus dans le compte des projets de construction de nouveaux aéroports à Kribi et à Douala. Après l'analyse de l'état de maturité et le mode de réalisation, des experts doutent de la fiabilité de ces projets. Jean-Paul Chouniat, une fois de plus. À peine les 10 années du document de stratégie pour la croissance et l'emploi échu, sans évaluation préalable de ces projets, le gouvernement camerounais engage une nouvelle phase de projet dit de seconde génération. Il fallait d'abord qu'on évalue les projets qui avaient été annoncés depuis, les projets du DC. Est-ce que ça a été mené à leur terme? Je ne pense pas. Il n'y a pas eu cette évaluation qui nous permet de savoir qu'on peut maintenant passer au projet de deuxième génération. Le gouvernement de Paul Biya, dans un premier temps, envisage en 7 ans construire des infrastructures routières sur l'ensemble du pays pour un coût total de 4 551 milliards de francs CFA. Sur le plan du calendrier économique, je ne sais pas à quoi ça correspond. Est-ce que c'est un plan septennal? Là encore, ça ne répond à rien du tout. À côté des projets routiers, dont l'achèvement de l'autoroute Douala-Yaoundé nécessite encore 954 milliards de francs CFA, figure aussi la construction des aéroports de Kribi, Douala et Deya, port en eau profonde de Limbé, chemin de fer, des projets énergétiques et hydrauliques, le tout pour un coût total de 20 853 milliards de francs CFA. Une vision surréaliste de l'avis des spécialistes. C'est prématuré d'annoncer un programme, un chronogramme de réalisation de telles infrastructures tant qu'on n'a pas de l'argent prêt, tant qu'on n'a pas, il me semble que pour beaucoup de ces projets, n'est-ce pas, les coûts sont estimatifs, ça veut dire qu'on n'a pas des coûts arrêtés, on n'a pas bouclé les études. Deuxième inquiétude des experts, la mobilisation des financements au moyen du partenariat public-privé. Problème, la maturation de ces projets. Pour la plupart de ces projets, les études ne sont pas encore bouclées et donc ils ne sont pas encore à maturité. Et je me demande sur quelle base vous allez faire des appels à manifestation, n'est-ce pas, d'intérêt pour attirer de potentiels investisseurs. Nullement arrimé à la durée du mandat de Paul Biya, ce document de projet a besoin de financement est un simple effet d'annonce. Si jamais on ne place pas la réalisation dans le cadre de la décentralisation, ce serait un effet d'annonce. Ce serait nous dire en 2025 que les gens peuvent continuer parce qu'ils ont encore des projets en cours que le peuple camerounais a accepté. Donc c'est en cela que je vois le caractère pernicieux de ce document. Le document de stratégie pour la croissance et l'emploi s'en est donc allé, avec son lot de bluffs et d'incongruités. Le document de projet a besoin de financement des PBF, a désormais le vent en poupe avec ses méga projets, à l'issue incertaine pour une émergence du Cameroun d'ici 2035. À l'étranger, un texte en vue au Congrès américain pour empêcher Donald Trump de déclarer la guerre en Iran. Cependant, une explosion a fait 4 blessés dans une école à Ouagadougou. Au Togo, Faure Gnassingbé brigue un nouveau mandat pour la présidentielle de 2021. La mouture de la page internationale avec Michel Gatchou. Explosion d'une grenade fait 4 blessés dans une école à Ouagadougou au Burkina Faso. Selon la gendarmerie, l'explosion est due à une manipulation car il s'agit d'un engin explosif artisanal qui a été ramené par les élèves dans une salle de classe. Selon Tidiane Oudraogo, enseignante de la dite école, l'explosion s'est produite après le début des cours dans la salle du cours élémentaire première année. La salle, qui comporte 60 élèves dont la moyenne d'âge est de 12 ans, a connu 4 victimes qui sont sous soins intensifs. L'école, située dans la périphérie du nord de la capitale, qui connaît un nombre important de déplacés qui fuient les exactions des groupes djihadistes dans le nord. Rappelons qu'en 2017, le Burkina Faso a par contre connu une attaque contre une école dont 2 personnes ont été enlevées et l'établissement scolaire incendié, toujours dans le nord du pays.
Au Soudan, plus de 60 morts dans les huttes communautaires au Darfour. D'après le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, au moins 54 personnes ont été tuées et 60 blessées lors des combats tribaux au Darfour. Selon la même source, comme le rapporte Afrique-Info, des milliers de civils soudanais ont également traversé la frontière du Tchad, cherchant refuge dans les villages près de la frontière du Soudan. Le Darfour est déchiré depuis 2003 par des violences entre groupes armés et des huttes communautaires. Mais fin décembre, les nouvelles autorités de Khartoum et 9 groupes rebelles ont adopté une feuille de route pour mettre fin au conflit dans la région. Le nombre d'attaques dans le golfe de Guinée connaît une augmentation en 2019. Selon Mika Center, qui vient de faire son premier bilan annuel sur la piraterie et le brigandage comparativement à 2017, elle connaît une hausse de 80% avec des enlèvements d'équipage au large du golfe de Guinée. Selon Mika Center, centre d'expertise de la Marine nationale française, la situation ne cesse de s'aggraver. 146 personnes y ont été décomptées, soit le double qu'on lui connaît il y a 3 ans. En fin décembre, des pirates sont montés à l'abordage du pétrolier MV Ambika alors qu'il s'était amarré au large du delta du Niger. 2 marins indiens et un membre de l'équipage ont été kidnappés. Les frappes orchestrées par l'Iran sur les positions américaines en Irak fait bouger la classe politique. Les démocrates veulent voter un texte pour limiter le pouvoir du président américain Donald Trump à déclarer la guerre à l'Iran. Ce jeudi, le Congrès américain se penche sur le dit texte visant à empêcher l'occupant de la Maison-Blanche à ouvrir un front de bataille contre l'Iran, évitant ainsi une escalade. Nos inquiétudes n'ont pas été levées, a déclaré Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, d'après les explications des hauts responsables. En rappel, Téhéran, en début de semaine, après l'assassinat ciblé par les États-Unis du général Qassem Soleimani, a appelé à une vengeance enclenchée par le guide iranien Khamenei. La Chambre basse se prononcera donc ce jeudi sur une résolution visant à limiter les actes militaires du président Donald Trump à l'égard de l'Iran. The American military has been completely rebuilt under my administration at a cost of 2.5 trillion. Présidentiel au Togo, Faure Gnassingbé investi candidat pour son parti. Le président togolais Faure Gnassingbé a été investi sans surprise mardi pour représenter le parti au pouvoir, l'Union pour la République, à l'élection présidentielle du 22 février, selon l'AFP à Lomé. Les responsables du parti s'étaient réunis à huis clos toute la matinée en présence du président Faure Gnassingbé, après une tournée dans les différentes régions du Togo, où ils ont organisé des consultations avec la base du mouvement. Le président Faure Gnassingbé est au pouvoir depuis 2005, après avoir succédé à son père Gnassingbé Eyadema, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Il a été réélu en 2010 et en 2015 au terme du scrutin contesté. Le pays a traversé une grave crise politique en 2017 et 2018 avec des manifestations gigantesques lourdement réprimées pour réclamer la limitation des mandats présidentiels et le départ du chef de l'État qui s'apprête à briguer un 4e mandat. Une douzaine de leaders de l'opposition, dont son chef de file historique Jean-Pierre Fabre, et des personnalités de la société civile ont également annoncé leur candidature à ce scrutin présidentiel. Ce mercredi était la date butoir des dépôts de candidature qui devraient être déposés à la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La suite de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day once more, and to our viewers, good afternoon once more, and thanks for joining me. This second segment of the newscast. Some 5 members of the Social Democratic Front Party who were abducted on Tuesday, January the 7th, 2020, are still in captivity under armed men alleged to be separatist fighters, and the life of one is being threatened by a separatist fighter. In a video, they were kidnapped in Tuba Subdivision, Mesam Division of the Northwest region of the country as they were heading to attend a meeting ahead of the legislative and municipal elections February 9, 2020. Armed separatists had pledged to frustrate the elections, and equally members of the Social Democratic Front Party will participate in it. Details in this report. Now people they knew Kajango Tuba when SDF member them. 5 Social Democratic Front Party supporters and militants under captivity. Then 7 of January 2020. Gunmen alleged to be restoration fighters abducted them on Tuesday, January 7th, 2020 in Tuba Subdivision, Mesam Division of the Northwest region. Begin look up. Your voice come on. The social secretary for the party. At the district executive member, what they take care for women then?
Maybe coordination for education and sensitization. Next one. I'll be district chairman. Be in charge for communication for the Tuba electoral district. According to gunmen speaking in the video, the 5 members of the Social Democratic Front Party were heading for a meeting ahead of the upcoming legislative and municipal elections February 9th. Now they book this way, we want to go down meeting with them. In this video, the alleged Amber Boys are threatening the life of one of the culprits over the others for rubbishing their warnings. We feel leave the other people them because we don't know, we don't catch them. You know how long we don't define it? We'll set the example for you. The SDF national chairman is yet to react on this. Ambazonian fighters in the restive northwest region promised to bring nightmare on any SDF militant, supporter and parliamentarian who participates in any political deal, notably elections in the region. Results have either been kidnapping or arson attack. Commentators say while some SDF militants fear the unknown and withdraw from the twin elections, others prove to be brave and continue with all boldness, certainly because of the heavy deployment of the military in the northwest and southwest regions for effective and hate-free elections. Separatist fighters had announced a lockdown in February to frustrate the elections and the National Youth Day celebration. And the national chairman of the Social Democratic Front Party, John Frunzi, has reacted. That is his reaction reaching into our newsroom right now. He says that he has already reacted on attacks on the Social Democratic Front Party. That's not the first time, and that several attacks have been recorded within the ranks of the Social Democratic Front Party. Take a listen as he was speaking to our reporter in Yaoundé. I had reacted on this because it's not today that they started targeting the SDF. You know that the burning, kidnapping started on me, Frundi, where I was kidnapped on my way to bury Banazim. I was kidnapped in my compound. When I returned from hospital, 2 hours. After that, spending 5 days in hospital, 2 hours in the compound, they kidnapped me and took me to a camp. I was not tortured, but the humiliation and traumatization that took place is what I cannot say. So it's not only today that they started kidnapping the SDF people. They've kidnapped, they burnt their properties. And I kept crying and drawing the attention of the population that this thing is targeted on the SDF alone. They burned my compound in the village down to ashes, set fire on the compound in town, burned the mayor of Kumbo's compound, burned the parliamentary candidate for Kumbo's compound who is to take over from Banazim, burned the compound of the mayor of Bafut, burned the compound of the parliamentarian of Bafut, and burned so many other SDF people's compounds in a wing and all the like. And I asked, it was the Anglophone issue targeted on the SDF that they think that they should do all this on the SDF. It is not fair for the youths of Anglophone to think that they can destroy the SDF. And that's why I keep repeating that these youths are YCPDM youths who want to fight the SDF and destroy the SDF. And we are seeing it, we are living it, and we are feeling it. And regarding the SDF's participation in the twin elections, the national chairman has indicated that he has not taken a concrete or decisive decision. Is equally indicating that if the head of state, Paul Biya, does not ensure normalcy in the two English-speaking regions of the country by stopping hostilities and equally killings, they will take a final decision. Take a listen to the Social Democratic Front's national chairman, John Frunzi, once more. We are not saying that we maintain our participation. We are saying that we are working towards that. If by getting towards elections, Mr. Biya does not fulfill some of the conditionalities we are putting forward onto resolving the issues in the northwest and southwest, making the playground level, and to stop the killing of the people, then we'll
take a position towards at that level. But to stand here and say we are not going in for elections because of that, we have to keep pushing. And that's what we've pushed for this number of years. And that's why Cameroon has the semblance of democracy that we have. That's why Cameroonians are able to talk the way we are talking today. And if we are not in a position to point out some of the ills, you saw our parliamentarians in parliament sang Egokirwi Tire, sang and blocked the activities of parliament, of Senate. Even when we hadn't Anglophones in Senate, our Francophone brothers who are in Senate blocked the activities of Senate because of the problems in the Northwest and Southwest. So with all this, I think that as time goes on, the issues will unveil and reveal themselves and we'll be able to take a final position. After over 3 years of armchair administration, some administrators in the two English-speaking regions of the country have decided to brave insecurity to meet villagers. And the newly appointed divisional officer for Nkambe Central Subdivision in the Dogamantung Division of the Northwest region of the country was in Tabukeng village in line with his Meet the People tour to preach the gospel of peace. For me, Armstrong Sanda tells us more. One of the normal cause of events affected by the Anglophone crisis is the traditional Meet the People or contact tour of civil administrators in the Northwest and Southwest regions. For over 3 years of the Anglophone crisis, some administrative officials have not been able to tour their administrative units, and in Nkambe Central Subdivision of the Dogamantung Division, Northwest region of Cameroon, the newly appointed divisional officer Mr. Ngida Lawrence Che is changing the narrative. In an unmatched show of patriotism, the Tabinken Fons Palace was jammed to capacity on the occasion of his maiden visit. In turnout and colors, compared by inhabitants to the 1989 historic cultural week that saw the enthronement of the current Fon of Tabinken, the people of Tabinken welcomed a visibly satisfied divisional officer in their newly constructed Fons Palace. Speaking, the divisional officer Mr. Ngida Lawrence Che pleaded with the people of Tabinken to remain law-abiding, collaborate with the defense and security forces, and continue sending their kids to school. Also present to welcome the divisional officer were over 1,100 school kids who recently benefited from school uniforms donated by His Excellency Shejus Yembe. The maiden contact visit of the divisional officer featured the unrivaled cultural display of the mythical Ne of Tabinken, a group that represented Northwest region at the recent National Festival of Art and Culture in Betwa East region. The historic rassemblement, according to Tabinken villagers, is thanks to the efforts of sons and daughters of the land like Galat Gerard and traditional rulers who are on a tireless battle for the return of normalcy and total transformation of Tabinken village. The population of Mbengui in the northwest region of the country say government should not use the presidential gift as a bribe, but that the head of state Paul Biya Shoto Wada ensures normal return of normalcy in the two English-speaking regions of the country in order to alleviate or in order to get rid of the numerous problems they have been facing in order to cope with life. Details with Mo Stella. We're sorry for that mix up there, and we'll certainly be coming back to that maybe in a subsequent edition of the newscast. And it is on these notes that we end this 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. We shall be back at 4 p.m. as usual. Right, Julien Bessard. Le prochain rendez-vous d'information, vous faites bien de le mentionner, ce sera à 16h. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur la chaîne Leader.